Bien le bonjour, j'avais promis de mettre en ligne la conférence que j'ai donnée l'année dernière au salon RH de Lausanne concernant l'intelligence artificielle, de la remettre à jour et de la mettre en disponible et en gratuit pour tous. Chose promise, chose due, la voici. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'IA, de ressources humaines, d'acquisition de talents, etc. Alors, vous vous posez peut-être la question déjà, pourquoi est-ce que moi, je vous parle de ça? Déjà parce que j'en ai pas à vendre, je pense que c'est déjà une bonne chose. J'ai strictement rien à vendre, j'ai strictement rien à gagner dans cette histoire-là. Moi, en tant que sourceur, j'ai les deux pieds dedans depuis que ça existe, depuis la première sortie de ChatGPT, depuis même avant, depuis qu'on pouvait jouer avec des IA. Je joue avec tous les jours, j'écoute des podcasts, et l'idée, c'est de vous faire un petit peu une vision, selon moi, de ce qui est en train de se passer, de vous donner énormément de sources pour que vous puissiez aller regarder vous-même et vous faire votre propre avis. J'ai absolument pas la science infuse. Et l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail tant que ça, mais c'est d'essayer de prendre un petit peu de vue, un petit peu de hauteur, pardon, et d'essayer de voir ce qui est en train de se jouer et comment ça devrait impacter normalement le monde des ressources humaines, le monde du recrutement d'une manière générale, enfin, du recrutement plus en particulier, et de ce que j'en pense. Et après, c'est bien évidemment ouvert à débat et je serais ravi d'en discuter avec vous. Donc, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je vais vous raconter ce dont je vais pas vous parler déjà. Je vais pas vous parler à quel point c'est incroyable d'arriver à faire des moteurs de fusée extrêmement pratiques, enfin ou extrêmement efficaces avec de l'IA imprimée en 3D. Je vais pas vous parler de tout ce qui est en train de se jouer derrière en termes de politique quand on voit tous les gens de la tech qui sont à l'investiture de Trump ou de la dérégulation des IA qui est en train d'arriver et de la mise en place du Doge aux États-Unis. Je ne vais malheureusement pas vous parler de l'horreur existentielle de la fabrique de trombone, qui est une vidéo YouTube. Il suffira de cliquer directement dans le PDF que vous pouvez télécharger pour le regarder. Je vous garantis ces 38 minutes qui risquent de... Ouais, qui vont vraiment vous intéresser et qui devraient normalement peut-être changer votre vision des choses. Et c'est absolument primordial de la regarder. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Eh bien, on va rentrer directement dans le vif du sujet, mais avant, je vous propose de faire un petit mot de notre sponsor. J'aurais bien aimé que ce soit NordVPN ou quelqu'un d'autre, mais évidemment, j'ai rien. Donc, c'est moi-même, mon propre sponsor, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Guillaume, je suis un sourceur. Je fais plusieurs choses, c'est-à-dire que je fais du sourcing et de l'executive search. Je fais de la formation via People Attraction Theory, qui est ma formation en ligne qui est disponible. Et je fais également de l'audit et de l'amélioration continue d'équipe talent acquisition interne parce que je me suis aperçu que c'était très bien et c'était top d'aller faire de la formation et de montrer à quel point que ce soit le sourcing ou toutes les techniques c'était super. Mais qu'il fallait aussi que ça prenait du temps pour les entreprises et qu'il fallait aussi accompagner. Donc je fais des audits et j'accompagne des entreprises et des équipes de talent acquisition à améliorer les choses. Je vais bientôt sortir une nouvelle formation sur LinkedIn Recruiter de manière avancée, etc. Ça va arriver. Mais j'avais promis de faire cette vidéo, donc on va commencer par ça. S'il y en a certains d'entre vous qui ont envie qu'on bosse ensemble ou qui ont envie tout simplement d'échanger ou de partager des idées, j'ai décidé cette année d'ouvrir mon agenda 2 fois 2 heures toutes les semaines. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le lien qui est ici, bit.ly/libreantenne. C'est des sortes de... Enfin, voilà, c'est 20 minutes de discussion. Si vous avez envie qu'on discute, qu'on en parle ou qu'on travaille ensemble, ce serait avec le plus grand des plaisirs. Voilà. Chapitre 1. L'IA, ça marche et ça va courir. Donc, on va essayer d'éviter de perdre du temps, d'accord. On va essayer de se projeter un petit peu dans le futur et de voir ce qu'il y a. Vous avez déjà l'habitude de voir ce qui se passe à l'heure actuelle. Vous avez probablement tous déjà joué avec ChatGPT et ces petites choses-là. On va essayer d'aller quand même un petit peu plus loin. Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque une IA de génération d'images qui s'appelle Midjourney est sortie, et qu'on lui demandait de faire un selfie Instagram d'hommes, vous voyez à quel point ça a évolué au cours entre la version 1 qui est en haut et la version 6 qui est en bas. Ce qui est très important de comprendre, c'est que la V1 est sortie en février 2022 et que la V6 est sortie en décembre 2023. Donc il y a à peine 2 ans entre les deux, ou 2 ans et demi, et absolument tout a changé à l'intérieur, et maintenant on se bat même plus sur savoir quelle est la qualité des vidéos, des photos. Maintenant on est passé à la vidéo, il y a beaucoup d'autres choses qui sont. L'IA gagne des concours de photos, etc. Ça fonctionne. Il y a clairement pas match, d'accord. Lorsqu'on regarde tous les scores de tests, quand est-ce que l'IA a commencé à battre les humains? Elle avait déjà commencé vers 2016, 2017, 2018. Maintenant, les scores sont largement au-dessus. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que ça va encore plus loin
là, vous avez ce qu'on appelle le benchmark, donc les tests qui ont été faits sur un des nouveaux modèles d'OpenAI qui s'appelle le modèle O3. Et en fait, ça, c'est les scores au niveau du coding, donc la capacité à programmer. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que le score atteint de 2727 place O3 parmi les 200 meilleurs programmeurs qui ont fait ce test au monde. C'est-à-dire qu'on est au-dessus du chief scientist, du chef scientifique de l'IA de chez OpenAI. Donc on a des intelligences artificielles qui sont largement meilleures que quasiment tous les développeurs sur cette partie-là. Et ça se le situe quand même dans le 99,7 pourcentile des gens qui ont déjà passé la chose. Et surtout, le gap entre ce qui s'était fait avant et ça est absolument dingue. Ça, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est très facile, c'est déjà même vieux, ça, c'est fou. C'est sorti en octobre, c'est tout simplement Canva de ChatGPT, et donc là j'avais un blog RH qui voulait discuter avec moi, ce qui était très sympa, et j'ai pas envie d'y passer trop de temps, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai directement demandé de m'écrire les choses, donc évidemment vu qu'il me connaît, il écrit, ça c'est une première chose, mais maintenant ce qui est fou avec Canva, c'est que je peux directement dans le texte régler la longueur du texte dont j'ai envie, régler le niveau de diction, enfin voilà, le niveau universitaire, ou si je veux descendre un petit peu plus bas, avec quel type d'audience j'ai envie de discuter, je peux le mettre en forme de manière bien meilleure, je peux le raccourcir, je peux jouer sur des petites parties et lui demander de changer certaines parties. C'est-à-dire que si on regarde le temps qu'il m'a fallu pour répondre à cette interview, il a été réduit par, je sais pas, largement divisé par 5 extrêmement facilement, et ça fonctionne très bien, et les résultats sont absolument fous. Et l'avantage, c'est qu'avant, il fallait savoir prompter, et vraiment, c'était le prompt qui faisait tout. Quand on arrive sur ce genre de choses, euh, le simple fait de savoir écrire même quelque chose de simple et qu'on puisse le modifier après, change absolument tout. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est presque déjà basique. C'est fou à dire, c'est presque déjà basique. Clairement, 2025 va être l'année de ce qu'on appelle les agents IA, et déjà on peut parler en tout cas d'automatisation et de plein de choses qu'on peut faire. Vous avez tous les liens vers toutes ces vidéos-là que je vous encourage très fortement à les regarder. Pourquoi l'IA pourrait changer votre job et votre vie. Comment voilà, certaines personnes laissent ChatGPT gérer les emails, complètement travailler à leur place, etc. Donc c'est encore du bricolage, hein. Moi je fais des trucs, vous voyez, c'est une des automatisations sur lesquelles je travaille en bas, qui a pour objectif de contrer l'algorithme de LinkedIn qui lui travaille par pertinence. Moi je voudrais savoir qui a posté dans mon réseau de niveau 1, avoir un retranscrit, avoir une analyse de tous ces posts et recevoir à la fin, mon objectif c'est de recevoir carrément un message vocal WhatsApp qui me dit une fois par jour tout ce qui se passe dans mon réseau. Je pense que je vais y arriver. Et vraiment, hein, combiner l'IA et automatisation, ça fait exploser la productivité. La vidéo que vous avez à gauche, encore une fois, tous les liens, vous les avez. C'est la première fois que j'ai vu quelqu'un dans le monde du recrutement, c'est dès que c'est sorti, vraiment, le premier, ce qu'on peut appeler un agent réellement, parce que l'agentique, vous allez entendre parler dans tous les sens en 2025, qui est ChatGPT Operator. La grosse différence là, c'est qu'il demande de chercher un HRBP sur Stockholm. Et ce qui est fou, c'est que le système comprend qu'il doit aller se connecter sur LinkedIn, qui demande à la personne de se connecter avec ses mots de passe, ce qui fait qu'il rentre directement et qu'il interagit avec LinkedIn, chose que je n'avais encore jamais vu faire réellement. Le podcast qui est à droite vient à peine de sortir et il est presque plus flippant parce qu'il explique que l'intelligence artificielle générale, dont on pensait à une époque que ce serait 2040, 2050, et puis il y en a qui ont dit c'est 2030, les plus optimistes disaient 2027, là on commence à nous annoncer ça d'ici à la fin d'année 2025, c'est-à-dire que l'accélération, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais avec le chain of thought, c'est le fait que des IA soient capables de réfléchir entre elles, accélère encore plus les choses. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait que 2025 est annoncé comme l'année des agents IA et que les premiers jobs réellement sont remplacés ou remplaçables. Mark Zuckerberg a annoncé que dès 2025, l'IA pourrait remplacer des développeurs mid-level directement en interne. C'est clairement l'objectif qu'il a à l'heure actuelle.
Donc, tout ça pour dire un truc très simple, l'IA, ça fonctionne, ok? Et les compétences, tout ce qui est hard skills, je parle pas des soft skills, je parle des hard skills, vraiment des compétences, sont absolument décuplées, ok? Pour autant, chapitre 2, en entreprise, ça n'a pas vraiment démarré. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est que tout ça, on en entend parler partout et on ne sait pas ce qui va arriver. C'est un petit peu comme, il prenait l'analogie dans le podcast, comme le Covid. On en entend parler, c'est en Chine, etc. Mais ça, on est encore fin 2019, c'est pas encore arrivé. On est en janvier 2020 et c'est pas encore arrivé vers nous. Le jour où ça va arriver, c'est en train d'arriver. En fait, en entreprise, ça n'a pas démarré. Euh, voilà des études, encore une fois, vous avez absolument tous les liens, donc ça c'est une étude de Goldman Sachs de 2023. Quels sont les types de jobs qui vont être touchés et remplacés par l'IA? La question c'est même pas qui est potentiellement remplacé ou remplaçable, mais pour moi, ce qui est important, c'est de regarder tous ceux qui sont déjà en bleu clair, c'est-à-dire qui ont l'IA qui va les complémenter, ou l'IA qui va travailler avec eux, qui vont travailler en collaboration avec l'IA, au moins en partie. On voit que ça touche, à part pour vraiment les jobs de construction et de maintenance qui sont à gauche, mais sinon les autres, on va commencer à arriver à une partie non négligeable de l'emploi qui va être fait avec de l'IA. Et donc une augmentation de la productivité, et c'est ça qui, pour moi, va absolument tout changer. Quand on regarde en réel, donc ça c'est une étude de Q2 2024, donc elle est vraiment pas vieille, de Gallup, qui explique que 2 tiers des employés, en fait si on regarde réellement, ne l'utilisent pas, l'utilisent un tout petit peu, quelques fois par semaine ou quelques fois par mois, mais surtout une large majorité ne l'utilisent absolument jamais dans leur job. Et par contre, tous ceux qui l'utilisent, ils voient clairement une augmentation de la productivité, une augmentation de la créativité, c'est-à-dire que tous les gens qui l'utilisent réellement, ils voient qu'il y a un intérêt. Il y a aucun souci à ce niveau-là. Par contre, ils ne l'utilisent pas. Et la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne l'utilisent pas? Donc, si ça marche, pourquoi il y a si peu d'adoption? Déjà, on a clairement un côté compliance, régulation en entreprise, de dire on veut pas que ça parte vers des modèles qui soient externes, ce qui est parfaitement compréhensible et c'est très bien, d'accord. Ou alors même une latence de la direction pour aller vers les choses. Donc les systèmes externes qui vont forcément, où on va avoir tendance à rentrer des données, c'est très bien de potentiellement pas y aller. Mais ça, c'est juste pour l'instant. Deuxième chose, la problématique, c'est Patrick. Patrick, donc ça c'est une IA qui a généré cette image, il n'existe pas vraiment pour de vrai, ce Patrick. Patrick, il est expert dans son domaine, hein, il sait faire des formules Excel, ça fait 23 ans qu'il bosse comme ça. Qu'est-ce que vous allez l'embêter à essayer de changer les choses? Et même si vous lui avez rajouté un petit copilote directement dans ses affaires, ça va pas changer la manière foncière dont il travaille parce qu'il a toujours fonctionné comme ça. Et ça, c'est clairement une manière différente de voir les choses, c'est que tout simplement, les gens n'ont pas vraiment envie de changement parce que pourquoi est-ce qu'ils en auraient envie? J'ai adoré cette image partagée par un ami sur les chatbots IA. Donc tout ce qui va être surcouche comme un copilot par exemple, qui est vraiment de mettre voilà, un distributeur automatique directement sur un bout de savon, ça reste un bout de savon. Par contre, il y a clairement un changement de paradigme qui est en train d'arriver, et je vous conseille encore une fois d'écouter ce podcast, sur l'automatisation du travail. Donc là, c'est la mise en place d'agents IA, et ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas du tout dans une entreprise informatique, c'est dans une entreprise qui fait du nettoyage de bureaux. Donc dans une entreprise de nettoyage. Et c'est la personne à l'informatique de ça qui a généré des systèmes informatiques pour commander des produits ménagers, etc., mais qui a réussi à les faire tout seul, sachant qu'il n'est pas vraiment développeur. Il a réussi à fabriquer complètement des systèmes informatiques interconnectés avec l'entreprise, à générer des intranets, etc., en quelques jours à peine. Et il a automatisé quasiment la totalité du travail de dev, en tout cas de cette partie-là, et il travaille sur développer bien d'autres choses dans l'entreprise. C'est très intéressant d'écouter ça, parce qu'on voit à quel point, quand on met vraiment les choses en place, c'est en fait pas très compliqué, et tout ça tourne absolument en local, c'est-à-dire qu'il ne fait absolument appel à aucun modèle externe, et tout est fait dans l'entreprise. Donc c'est compliant, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, et ça change absolument les choses, et c'est un vrai changement de paradigme.
Le problème encore qui va se poser, clairement, c'est la responsabilité en entreprise. C'est-à-dire que si j'ai prompté vas-y fais ça et que derrière ça casse, c'est la faute à qui? Voilà. Et je pense que dans les entreprises, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc la vision potentiellement américaine ou même des startups, move fast and break things, ça fonctionne pas du tout dans nos entreprises parce que il y a un aspect de responsabilité qu'on n'a pas du tout envie de prendre en charge. Chapitre 3, l'enchevêtrement silencieux. Pourquoi est-ce que je pense qu'absolument tout va changer? Parce que pour l'instant, les modèles ne sont pas adoptés parce qu'ils ne sont pas intégrés. Et cette intégration, elle est en train d'avoir lieu. Déjà, il faut arrêter de penser que c'est des petites startups qui sont en train de faire de l'IA, d'accord? Les refontes, ce qu'on appelle en natif, du cœur même des systèmes informatiques sont en cours, ok? Faut savoir que derrière Anthropic, dont on entend parler, Claude, très probablement vous en avez entendu parler, en fait, il y a du Amazon derrière. Derrière OpenAI, c'est de l'infrastructure de Microsoft, parce qu'il y a besoin d'infrastructures qui sont énormes. Vous avez des entreprises comme Meta, bien évidemment, qui le font, ou Google avec DeepMind. Et l'intégration interne des modèles va se faire, c'est la vague de l'open source qui est là, c'est-à-dire que dès aujourd'hui, vous pouvez télécharger des modèles sur des machines pas si grosses que ça, au final, et commencer à faire vraiment tourner des choses en interne, en local, qui donnent des résultats qui sont assez fous. Apple a une stratégie qui est différente, c'est de faire tourner des choses qui sont on-device, donc directement sur les systèmes. On verra où ils en sont, parce que pour l'instant, ils sont un peu à la traîne et c'est pas le style de chez eux. Un autre point qui risquerait de faire une adoption forte de l'IA, c'est l'arrivée de Windows 12, qui est censé arriver normalement pour la fin d'année, et Windows 12, a priori, a été entièrement repensé, il commence à en dire comme un nouveau Windows 95. Bref, un énorme changement qui arrive avec l'IA réellement au cœur. Pourquoi c'est important? Parce qu'à partir du moment où on va avoir des systèmes IA qui vont être intégrés complètement au système, on ne pourra plus les bypasser. Et donc on ne va pas faire autre chose que de les utiliser. Donc, toutes les hard skills compliquées qu'on voulait, moi pendant des années, on m'a demandé quelqu'un qui sait faire des macros Excel en VBA, c'était le graal absolu. Ça s'en va. Tout ce qui est reporting dans les systèmes, les jolis PowerPoint, tous les gens qui sont ce que j'appellerais des ouvriers de la bureautique, qui passent leur temps à faire des comptes rendus, qui passent leur temps à écrire des choses, à écrire des règles et à respecter des règles. Tout ça, c'est quelque chose qui devrait normalement être très fortement impacté. Encore une fois, je ne dis pas remplacé. Je dis que toutes ces choses-là vont être... Enfin, que l'IA va travailler avec eux. Et donc que la productivité va être augmentée. Et je pense que c'est ça la problématique principale qui va aller pour les RH en premier. Et j'arrive dessus. Donc la collaboration entre IA et salariés, on peut se dire qu'on veut ou qu'on veut pas. En fait, le truc, c'est que quand on regarde réellement ce qui se passe, ça fonctionne très bien. Donc là, c'est des tests qui avaient été faits sur un centre d'appel. C'est-à-dire qu'en fait, on forme des IA sur des millions de conversations de centres d'appel pour aider à résoudre les problèmes. Et en fait, on s'aperçoit que la productivité moyenne est augmentée de 14%, mais surtout que la productivité des juniors augmente de 30%, et la productivité des seniors assez peu, parce qu'en fait, ils savent. Et en fait, toute cette connaissance empirique de connaître les systèmes, de connaître l'entreprise, d'être capable de répondre mieux à un client, eh ben, un employé junior accompagné avec une IA va être capable d'y répondre potentiellement encore plus. Et comme la satisfaction client, en plus, elle augmente, on se retrouve avec moins de turnover au niveau des équipes, parce que les gens, ils se font moins engueuler par les clients, tout simplement, et donc ils ont tendance à rester. Donc, euh, ça fonctionne, mais on a une sorte de fin de la prime d'expérience. Et pourquoi est-ce que j'aurai des seniors si mon système il est entraîné avec des millions de conversations et toutes les conversations qui ont été faites? Alors, pas n'importe qui, mais en tout cas un junior un petit peu formé, accompagné d'une IA, sera parfaitement capable de répondre à mes problématiques. Ce qui peut également réduire ma masse salariale, ça c'est encore autre chose. Et après, on peut se poser la question très simple, après tout, je suis peut-être pas obligé d'aller et de suivre toute cette chose en IA, et peut-être que dans mon entreprise, on peut faire le choix de ne pas y aller. Je pense que c'est absolument impossible.
Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez des employés qui deviennent 2, 3, 4, 5 fois plus efficaces, et que vous décidez de ne pas le faire et que vos concurrents l'ont fait, en fait, vous allez forcément perdre. C'est-à-dire qu'il y a un côté fast-pass, il y a un côté coupe-fil qui est absolument énorme. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec des petites entreprises en termes de nombre d'employés qui vont réussir à battre des absolument très grosses entreprises. En fait, on dépasse tout, et comme le travail est taxé et pas le travail des machines, enfin le travail des machines est pas taxé ou très peu taxé, alors que le travail des humains est énormément taxé, on va se retrouver avec un problème qui est que le coût principal des entreprises, généralement, c'est le coût humain, et que ce coût humain, on peut le faire réduire de manière absolument drastique, assez facilement avec des IA qui travaillent 24 heures sur 24, qui sont jamais fatigués et qui posent jamais de problème. Ce qui nous amène au chapitre 5. Qu'est-ce qu'on fait si, demain matin, lors d'une update, absolument tous vos systèmes ont des IA intégrés, et que vos employés commencent à l'utiliser, ils ont une petite boîte magique, et qu'une bonne partie de ce qu'ils font est automatisée. Je vous prends un exemple très simple, c'est vous faites une réunion, c'est déjà possible hein, sur Copilot, mais quand ce sera encore plus intégré, vous faites une réunion le matin sur Teams, cette réunion elle est entièrement transcrite, le transcrit arrive, directement vous pouvez parler à votre ordinateur, et ça sera très probablement intégré, enfin ça l'est déjà si on veut, mais ça va être en natif dans énormément de PC, de dire fais-moi un résumé, envoie-le à Martin et explique-lui ceci, envoie-le à Micheline et explique-lui cela, fais un PowerPoint avec toutes ces informations directement, envoie-le au client, bilan il est 8h14 et ça y est, la journée elle est quasiment terminée, c'est-à-dire que la journée d'une personne est quasiment terminée. Et en fait, pour moi c'est ça la vraie problématique pour les RH, c'est que nos sociétés, nos entreprises ne sont pas faites pour que les gens deviennent plus efficaces. On fait quoi si du jour au lendemain, une majeure partie, pas toutes, c'est ça le problème, c'est qu'on va avoir aussi des goulets d'étranglement, une partie des employés devient 20% plus efficace, 30% plus efficace, 40% plus efficace. Je vous parle même pas de quel système IA va venir changer les choses. Tous les systèmes IA ont comme objectif d'augmenter la productivité des gens. Donc on fait quoi si demain ça fonctionne ? Et que dans les systèmes qui sont intégrés directement dans vos entreprises, vous vous retrouvez, vous vous levez quasiment un matin, et tous vos employés se retrouvent à être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficaces. Pour moi, c'est là qu'est vraiment le point le plus important, et de se poser la question du rôle des RH. Pourquoi ? Parce que ce qui a changé, c'est la notion même de compétence. C'est-à-dire que tout ce pourquoi on a recruté des gens, qui est il faut savoir faire ceci, il faut savoir faire cela, il faut savoir faire des macros sur Excel, il faut savoir tout ça, toutes ces compétences qui peuvent être potentiellement des hard skills, on ne sait plus ce que c'est. Parce qu'en fait, même un junior avec une IA serait capable de le faire. La compétence principale qu'il va falloir avoir, c'est est-ce que je suis capable de te mettre dans une piscine et tu es capable de nager ? Voilà. Parce qu'en fait, le reste des compétences, tu peux les acquérir. Est-ce que tu vas être capable de réellement te débrouiller face à n'importe quelle situation, coordonnée avec les autres humains et avec des IA, pour arriver à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, et cet objectif, il peut être extrêmement multiple et divers. Et en fait, ces compétences-là, qui sont généralement, enfin, qui sont plus des compétences hard skills, mais qui sont plus liées à de l'humain, et qui peuvent être apprises même en dehors du travail, c'est très difficile déjà de faire un vrai assessment et de faire une vraie évaluation de ses compétences, mais surtout au niveau de l'entreprise, strictement personne ne sait qui fait quoi et qui a ces compétences-là dans une entreprise. Je ne connais pas une entreprise qui a un mapping complet de toutes les soft skills de tous ses employés. D'accord ? Déjà les hard skills, il n'y a quasiment pas, donc les soft skills, c'est là. Donc, les RH vont se poser une question, c'est quoi une compétence ? Donc il va falloir sortir des hard skills qui sont remplaçables, d'accord ? Les soft skills de long terme sont difficiles à évaluer. C'est-à-dire, est-ce que si je mets quelqu'un face à ce cas-là, alors qu'elle ne l'a jamais rencontré dans le milieu professionnel, est-ce que cette personne va réussir ? On va avoir des défis clairement en termes de régulation, parce qu'il y a plein d'idées. Hein. On pourrait tout à fait analyser la totalité des emails de l'entreprise, la totalité des Slack, pour savoir qui discute avec qui fonctionne avec qui, et qui est un bon collaborateur dans le sens collaboratif du terme. Là, on va avoir des problèmes de régulation qui vont arriver. Et surtout, on a un défi majeur pour moi, qui est toute IA fonctionnera toujours sur de la donnée, et qu'on manque de données réelles et utilisables au sein des RH pour savoir quelles sont les compétences de ses employés. Donc on est face à un grand défi
du reskilling. Donc, je pense qu'effectivement, tous les gens qui parlent de skills-based organization, etc., etc., je pense qu'ils sont plutôt dans le vrai. On va voir ce qui va se passer. Je pense qu'il y a plein de choses à faire à ce niveau-là, parce que qu'est-ce qu'on fait quand les mots compétences même est facilement... enfin, c'est facile d'acquérir une compétence hard skills. Comment ça va fonctionner réellement dans les entreprises. Donc, le grand défi du reskilling, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce qu'on va faire de certains employés si la productivité est augmentée? C'est pas parce que maintenant, avant, vous envoyiez 3 factures par jour et que maintenant vous pouvez envoyer 800 qu'il y a 800 factures à faire. Et en fait, vous avez 12 personnes au service facturation, et en fait, vous en avez besoin que d'une. Vous allez faire quoi des 11 personnes au service de facturation? D'accord? Vous en avez juste... Le problématique, c'est que vous en avez juste pas besoin. D'accord? Pour que le reste de la société fonctionne. Voilà. C'est pas parce que vous avez une capacité de générer 3 millions de campagnes par jour pour faire du marketing que vous allez avoir du budget pour faire 3 millions de campagnes de marketing. Donc, il va falloir se dire qu'est-ce que je fais avec mon département marketing qui passe du temps réellement à faire du SEO. Voilà, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont parfaitement automatisables. Donc, il va falloir évaluer tout ce qui est les compétences actuelles et les compétences qui sont transférables. Et il va falloir créer une cartographie des besoins futurs. Et alors, la bonne chance, parce que moi, personnellement, je ne saurais même pas par quel bout le prendre. Il y a un truc qui est clair. Et moi, je pense... Bon, évidemment, je suis du côté recrutement. Donc, la première chose que je vois, c'est que dans tous les cas, dès qu'on a un moment où on se retrouve face à une incertitude et qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer avec mes employés actuels, on appuie sur le bouton rouge qui est on fait un gel au moins partiel des embauches. Et ça, je pense qu'il va très fortement se développer. C'est parce qu'à partir du moment où on va se retrouver avec des gens dans les systèmes dont la productivité est augmentée, on va déjà se poser la question, avant de faire rentrer des nouvelles personnes dans l'entreprise, évidemment, ça va être la guerre pour avoir des super talents IA qui vont faire en sorte de graisser la machine. Ça, on est d'accord. Mais en volume, il y a beaucoup plus de volume d'employés qui sont pas des ingénieurs IA, d'accord, que des gens qui le sont. Et en fait, ces gens-là, ils sont déjà dans l'entreprise. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Et on verra si tout le monde met en place la semaine de 4 jours. On verra. Donc, pour revenir sur cette partie RH, il y a un truc qui est clair, c'est que pour moi, le bouleversement, il sera très rapide, trop rapide, et il faudra faire du damage control. C'est-à-dire, ça va être un peu comme le Covid, c'est-à-dire, ça y est, c'est arrivé. Le point de bascule, il va arriver d'un logiciel quasiment du jour au lendemain, et en tout cas, cette vitesse de transformation sera largement au-dessus de ce qu'une entreprise et une organisation est capable de se transformer. Donc, il va y avoir un moment de transition qui va être à gérer. Est-ce que ça va être facile? Est-ce que ça va être difficile? J'en sais rien. En tout cas, il y a un moment de transition qui va être à gérer. Nouveau job avec l'IA ou pas, on est vraiment parti sur une période de transition qui est absolument inéluctable. Les périodes de transition, pour ceux qui se souviennent de leur cours au collège, c'est les transitions démographiques. C'est on partait d'un système où on faisait beaucoup d'enfants mais on en perdait beaucoup, à un système où on fait peu d'enfants et on n'en perd pas grâce à la médecine, etc. Mais entre les deux, il y a une explosion démographique. C'est à peu près la même chose. Je pense qu'il va se passer au niveau des RH, c'est que pour l'instant on a une relative stabilité, c'est-à-dire qu'on a besoin de ces gens-là. Okay, on a besoin des gens qui sont dans notre entreprise parce que c'est adapté à nos besoins. Sauf que les besoins vont changer extrêmement rapidement dans l'entreprise et qu'on va se retrouver avec plus besoin de ces gens-là dans l'entreprise et qu'il y aura une prime à celui qui s'en défait. Voilà. Une prime de compétitivité à celui qui crée une entreprise sans salariés ou avec le minimum de salariés, ou alors celui qui a énormément de salariés, qui s'en défait le plus vite possible pour essayer de rester compétitif face à ces nouveaux entrants. Et donc, avant que ça se stabilise et qu'il y ait évidemment une création d'entreprises et qu'il y ait plein d'entreprises plus petites mais extrêmement rentables avec peu d'employés et que les gens se restabilisent, va y avoir cette espèce de chose entre les deux, cette phase de transition qui risque, j'ai un peu peur, de faire un petit peu mal. D'accord? Donc il y a un gigantesque chantier de reskilling et de reprise de compétences directement et de cartographie des compétences de mobilité interne à anticiper, à penser, etc. Et donc dans les actions à prendre, pour être pragmatique et clair, tout système IA ne fonctionnera qu'en absorbant de la data, de la donnée. Il faut engranger de la donnée. Donc, lorsque vous avez des comptes rendus de fin d'année, des évaluations de fin d'année où c'est 3 mots vite fait et que vous savez rien réellement sur vos employés, là on va avoir un vrai problème. C'est qu'il faut
Peu importe quel système arrivera, et ces systèmes ne sont pas là à l'heure actuelle, ils seront lâchés dans les mains lorsque les nouveaux HRIS, les nouveaux systèmes informatiques de ressources humaines arriveront dans les futures années. Euh, c'est sûr et certain qu'il faudra, quoi qu'il arrive, de la donnée pour arriver à faire de la prédiction. Si vous avez la possibilité, essayez de vous asseoir à la table des négociations pour essayer de comprendre et d'anticiper de la mise en place de ces technologies. Vous allez avoir face à vous forcément des dirigeants d'entreprise qui vont pas avoir le choix que d'y aller, parce que si on a quelqu'un qui forcément, en mettant en place un système, devient 10%, 20%, 30%, 40% plus efficace dans son entreprise au global, eh ben, ne pas le faire serait une décision qui serait, pour ceux qui sont à la bourse, châtiés par la bourse, bien évidemment. Pour ceux qui n'ont pas ces problématiques-là quand même, ils vont avoir des concurrents en face qui vont être beaucoup plus agiles, beaucoup plus rapides et qui vont avoir des masses salariales bien inférieures. Ce qui va très probablement arriver selon moi, c'est une réduction silencieuse de la workforce, enfin du nombre d'employés, c'est-à-dire on va commencer déjà par faire du non-remplacement, hein, parce qu'on n'a plus besoin réellement de ces personnes, d'accord? On va faire du non-recrutement, ok? Donc on devait recruter telle et telle personne et on devait aller vers là, mais on ne sait plus vraiment où on va, donc on ne va pas recruter. Et tout ce qui va être gel des embauches et hiring freeze, pour essayer de se dire qu'est-ce que je fais déjà avec les gens qui sont dans mon entreprise. Ça, c'est un peu la vision que j'ai pour la partie RH, qui part d'un constat simple. Toute IA a comme objectif de faire augmenter la productivité. Qu'est-ce qui se passe si demain, dans mon entreprise, les gens deviennent plus productifs? Passons maintenant au chapitre 6, qui est bienvenue dans le talent acquisition à l'ère de l'IA. Ça, forcément, c'est un petit peu mon violon dingue parce que je passe du temps dessus et que je regarde absolument tous les systèmes qui sortent. Et on s'est posé la question tout à l'heure de qu'est-ce qu'une compétence, mais en talent acquisition, on va avoir une belle question, qui va être comment évaluer cette compétence. Si vous regardez des systèmes, et je vous invite à juste y faire un tour, parce que c'est rigolo, sur consulting.ai, c'est comme consulting mais avec un W, c'est un système qui vous promet de faire un CV avec de l'IA, de faire une lettre de motivation adaptée au poste avec de l'IA, de vous aider à passer des entretiens avec de l'IA, à faire absolument tout, même à postuler directement, à savoir exactement où vous avez postulé, à faire un tracking complet, même à envoyer automatiquement des invitations sur LinkedIn avec de l'IA. Bref, on se retrouve avec des CV faits par IA, des lettres de motivation faites par IA qui correspondent parfaitement au descriptif de poste qu'on a aussi écrit avec de l'IA. Donc, de toute façon, la seule et unique solution face à ça, vu qu'on va avoir très probablement une explosion du nombre de candidatures, ça va être de faire du screening par IA. Et donc la question va se poser clairement, et elle se pose déjà, parce que moi je l'ai déjà eu, c'est comment gérer l'utilisation des IA dans les process de recrutement. J'ai pas la science infuse, mais voilà ce que Greenhouse a dit. Donc le Greenhouse, c'est une société qui fabrique un ATS, et eux en interne, voilà ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire en fait ils ont fait un guide pour les candidats, de dire quand est-ce qu'on a le droit d'utiliser de l'IA. Donc on a le droit de le faire pour un CV, pour une lettre de motivation, d'accord. Pour les entretiens téléphoniques et les Zooms, c'est non. Alors, comment est-ce qu'on arrive à traquer ça? C'est une excellente question, parce que de nos jours, les entretiens en visio, on peut complètement les avoir avec un retranscrit automatique et avoir toutes les réponses aux questions, et on n'a presque qu'à répondre ce que l'IA dit. Donc ça, il faut l'interdire, mais est-ce que ça veut dire qu'il va falloir maintenant, pour essayer d'éviter ça, d'avoir tous les entretiens qui sont on-site directement en entreprise? Bonne question. Tous les tests qui vont être faits, toutes les épreuves à domicile, est-ce qu'on peut l'utiliser? Eux, ils disent partiellement. Pour l'évaluation en direct du code, très intéressant. Parce que, en fait, là, pour moi, en RH, on va se retrouver face à un problème interne également, qui est très simple. De se dire, il faut passer le test de code. D'accord? Mais en fait, le test de code, si les gens en interne utilisent un modèle comme O3, qui le fait? Mes gens en interne sont dopés à l'IA. Donc, est-ce qu'il faut savoir faire du code, ou est-ce qu'il faut savoir dire à la machine comment faire du code? Une bonne question qu'il va falloir se poser en interne. Et la deuxième problématique, qui est un problème RH, c'est de se dire que tous les gens qui sont actuellement dans l'entreprise vont dire stop, moi j'ai dû passer le test. Donc si moi j'ai passé le test, je veux que des gens qui ont passé le test. Donc qu'est-ce qu'un test technique? Qu'est-ce qui doit être un test technique? Et ça revient à qu'est-ce qu'une compétence et qu'est-ce que la compétence en développement d'une manière générale. Et ça va être des questions qui vont être absolument passionnantes, je pense.
Eux, ils se sont posé la question, est-ce que Greenhouse, donc en interne, utilise de l'IA? Oui, pour le sourcing, la génération de questions, etc. Je pense qu'une grosse partie des recruteurs de nos jours le fait déjà. C'est-à-dire que tout ce qui est mise en place de scorecard et de choses comme ça, tout est généralement fait directement par IA, et c'est très bien. Et on fait des meilleurs descriptifs de poste, et c'est absolument normal, et c'est le sens de l'histoire, il faut pas s'en priver, parce que de toute façon, en face, il y a des gens qui vont attirer mieux s'ils le font mieux. Voilà ce qui arrive quand je parle d'entanglement, d'enchevêtrement et de systèmes qui se mettent en place directement dans les systèmes. Voilà ce qui arrive dans une société américaine qui s'appelle Workable. Machine Learning Ops Engineer. What even is this? We had a similar position before. Where's that template? Salary, Donc là, benefits. le descriptif de poste est tiré de tout ce qu'on a de l'entreprise. Ok, il y a des recherches qui sont faites. Try creating a job description for me. Et le descriptif de poste, il est écrit directement, non pas à base de l'ancien descriptif de poste, mais bon, en partie, mais avec des nouvelles informations qui ont été retirées d'ailleurs et de toute l'information qu'on peut avoir sur l'entreprise. On publie, et le système, a priori, est capable de sourcer directement dans l'ATS, et même peut-être pourquoi pas de sourcer en externe, d'accord, directement des candidats potentiels pour le poste. D'accord? Il suffit ensuite de dire vas-y, de choisir et de leur dire vas-y, contacte-les, parce qu'on a un scoring qui est fait directement et un matching qui est fait directement par l'IA, et les contacts sont faits directement. Ça, c'est déjà complètement automatisable de mettre. D'organiser les entretiens. Et ensuite, il est capable de lire et de comprendre les emails. Et on peut lui parler directement. Il crée la scorecard. Et toute cette partie-là, c'est déjà tout fait en interne, en direct. Intégré dans les entreprises. Il n'y a strictement rien qui a été montré là qui, techniquement, n'est pas possible. C'est-à-dire que toute cette chose-là existe, d'accord? Il n'y a pas une partie qui n'existe pas. Hop, pardon. Il n'y a pas une partie qui n'existe pas, c'est juste de le mettre en tour. Ok? Là, ce que vous voyez maintenant, c'est ce que LinkedIn va faire arriver, c'est le LinkedIn Hiring Assistant, d'accord? Où il va dire qu'il va chercher des candidats. Il va dire, ça c'est un top candidate, d'accord? A priori. Pour l'instant, c'est uniquement des informations qu'on a qui sont marketing. Ça va arriver sur la fin d'année 2025. Workable est annoncé pour Q2, je crois, 2025. Smart Recruiters avec leur assistant Winston est annoncé, lui, pour Q3 2025. Donc, tout arrive sur cette année. Ce sera pas partout en live, bien évidemment, tout de suite, parce qu'on va avoir une problématique également de quelle IA est utilisée et de ce qui fonctionne. Et on va avoir des problèmes de régulation entre l'Europe et les États-Unis également, ça je vous l'annonce. Il y a plein de choses qui vont arriver à ce moment-là, mais en fait, l'enchevêtrement, c'est-à-dire le fait que l'IA arrive en natif dans les systèmes, arrive dès 2025, probablement sinon 2026. Et ce que j'ai fait comme test avec des recruteurs où j'en ai discuté avec eux, c'est que c'était à peu près 40 à 50% du temps de la semaine qui n'allait plus exister, c'est-à-dire qu'on va vraiment arriver à sauvegarder quasiment 50% de son temps. C'est quand même pas négligeable. Sur cette partie-là. Donc on aura tout ce qui est description de poste automatisée, calcul automatique du bench de salaire, rédaction d'annonces optimisées, sourcing automatique dans la TS, analyse de CV, évaluation et classement des candidats, rédaction d'emails personnalisés, planification d'entretien en un clic, notification automatique des réponses candidats, création automatique de scorecard, rédaction des questions d'entretien. On n'a pas touché à l'humain quasiment, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, on a enlevé toute la partie process du recrutement, qui est une partie gigantesque et énorme du recrutement. On n'a pas touché réellement à est-ce que les entretiens sont bien passés, ce qu'on a vécu pendant les entretiens. On a juste automatisé toute la partie process. Et en fait, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir, en tout cas pour les recruteurs internes, repenser complètement la chaîne de valeur du recrutement. Chaîne de valeur du recrutement, classiquement, c'est on fait du sourcing, pre-screen, entretien 1, test technique, on a une longue liste, on fait un entretien 2, on a une short list, on fait un entretien 3, on fait une offre, on fait un onboarding et on fait un démarrage. Ok ? À partir du moment où, moi, ma vision, ça va être qu'on va avoir des gros systèmes, c'est un ordinateur quantique, si vous n'en avez jamais vu,
c'est une grosse machine dans laquelle on met plein de trucs dedans, c'est-à-dire on met plein de candidats en haut, ok? Et il va en sortir. Il y aura des moments où on va avoir le côté humain pour faire passer les entretiens, etc. Mais il va en sortir des bons candidats en bas. On ne saura pas exactement comment ça fonctionne, mais en fait, ça sera pas moins, ça sera pas pire. En tout cas, ça sera beaucoup plus rapide et potentiellement beaucoup plus efficace que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Ok. Donc le job de recruteur, pour moi, va y en avoir deux. Il va y avoir graisser les rouages de la machine, donc tous les gens qui font ce qu'on appelle du RecOps et qui vont mettre en place ces automatisations et faire en place que tous les systèmes de l'entreprise fonctionnent avec les systèmes de recrutement, ça oui, donc c'est graisser la machine. Et pour la partie recrutement, tous ceux qui sont englués dans les process d'organisation de ces choses-là, ça va partir, leur job, il va se concentrer sur rentrer du profil en haut. Ok, et comme il va en rentrer pas mal avec de l'IA déjà, parce qu'il y a plein de gens qui vont postuler, et qu'on sera même plus capable de comprendre réellement qui sont les gens, parce qu'on n'aura pas le temps de les regarder, parce que les gens vont postuler pour... Un candidat va postuler à 3000 postes, parce qu'il va pouvoir le faire avec de l'IA, et que c'est son intérêt de postuler au maximum de postes. Mais une fois qu'il aura un job, eh ben, il va arrêter ses recherches. Donc il va complètement tout arrêter, et puis ça va faire du ghosting dans tous les sens de candidats, et ça c'est normal. Il faut pas leur en vouloir, c'est juste que leur intérêt c'est d'avoir un job. Donc il va falloir être réactif, donc pour être réactif, c'est bien d'avoir une machine. Enfin, tout ça, ça va faire en sorte que on va maximiser et faire beaucoup plus rentrer top of funnel, comme on dit, donc tout en haut, avec du marketing de recrutement, etc. On va essayer d'attirer les gens pour qu'ils se sentent un peu spéciaux et qu'ils aient envie de venir postuler chez nous. Est-ce qu'il va falloir attirer des gens ou est-ce qu'il va falloir attirer les IA des gens? Ça, c'est encore une question, je pense. Et il faudra évidemment, une fois que les gens sont des candidats, encore, je pense pas que les gens aient envie d'être recrutés par une machine. C'est-à-dire, je pense que la partie recrutement, dans le sens rencontrer des gens et savoir si j'ai envie de travailler avec eux, va être important. Par contre, j'ai jamais rencontré un candidat qui a une passion pour discuter avec un recruteur. Ils adorent discuter avec la ligne, ils adorent discuter avec leurs futurs collègues. Est-ce qu'ils ont envie de discuter avec un recruteur? Voilà. Est-ce qu'on est un mal nécessaire au milieu pour faire avancer les choses et que ces choses peuvent avancer automatiquement? Bonne question, j'en sais rien, on va voir ce qui va se passer. Mais je pense qu'il va falloir repenser en interne, clairement, la chaîne de valeur. Donc pour moi, l'évolution à moyen terme, encore une fois, ça va pas arriver demain parce que ces systèmes-là, on n'est pas avant au moins 2026, mais ça peut arriver quand même relativement vite parce qu'il y a plein d'entreprises qui vont avoir tendance à mettre plein de petits trucs et tout ce qui va fonctionner déjà dès le départ pour aller le plus vite possible. Donc l'évolution, ça va être de maximiser l'attraction de l'entreprise et tout ce qui est candidature inbound, avoir des systèmes capables d'être meilleurs que les recruteurs sur la présélection. Et ça, je pense que c'est pas extrêmement compliqué. Interconnecté avec des agents outbound de sourcing, ça encore, on va voir comment c'est fait, mais quand on regarde ChatGPT Operator, qui est probablement la toute première prévision de ce qu'un agent va être, même en étant sourceur, j'ai pas la prétention de dire qu'il soit pas capable de faire quelque chose de bien. Faudra ajouter des touchpoints humains, parce que je pense qu'il faudra laisser l'humain quand même au centre des choses, automatiser le maximum de tâches et concentrer ses efforts sur l'expérience candidat, et renforcer l'évaluation lors des entretiens, parce qu'encore une fois, qu'est-ce qu'une compétence? Eh ben, bonne question, il va falloir en tout cas faire beaucoup plus d'essayer de comprendre est-ce qu'on a la bonne personne qui va réussir à évoluer au sein de notre entreprise dans une phase de transition mouvante, où même nous en interne, on n'a pas forcément une vision de savoir comment ça fonctionne. Donc, les actions à prendre, et ben moi, je vais vous dire un truc qui va paraître bizarre, c'est attendez avant de changer d'ATS. Si vous êtes en train de changer d'ATS, essayez de comprendre quelle est la roadmap et quel est l'objectif IA de l'entreprise avec laquelle que vous avez choisi pour faire un ATS, d'accord? Ne vous suréquipez pas en surcouche IA, c'est-à-dire avec des copilotes dans tous les sens et des choses comme ça. Il y a déjà des ATS qui ont mis ces choses-là. C'est bien, hein, ça fait gagner du temps. Mais le truc, c'est que je pense que ça va être obsolète relativement vite parce que l'intégration de toutes ces choses-là en natif va arriver et forcément, vous aurez tendance à aller chez les meilleurs parce que si un directeur de talent ou une directrice de talent acquisition doit faire un changement pour un outil, parce qu'il y a un nouvel outil qui rend les gens 50 ou 60% plus efficaces, aura tout intérêt à le faire. Voilà. Parce qu'en plus, si je demande à n'importe quel recruteur, est-ce que vous avez envie qu'on enlève la partie process, la réponse sera évidemment oui. Voilà. Et posez-vous la question, par contre, dès maintenant, sur la chaîne de valeur, avant de déléguer en externe, c'est-à-dire de qu'est-ce que j'apporte comme valeur réellement dans le process de recrutement, et comment est-ce que je peux, dans ce cadre-là, essayer de faire avancer les choses pour mon entreprise.
Chapitre 7, on arrive bientôt à la fin. Les agences de recrutement dans tout ça. Je vais essayer d'aller très vite parce que voilà, dans ma vision, je... Voilà, on va voir. Pour moi, il y a un déclin. Déjà, selon les chiffres qui ont pu être récupérés, merci Laurent, c'est du moins 17% sur la France en 2024. Pour moi, dès qu'il y a une incertitude, et tous les changements dans l'entreprise vont apporter de l'incertitude, ça va créer un gel des embauches, ok, un hiring freeze. Ensuite, si vous avez les recruteurs internes qui ont une augmentation de leur productivité, évidemment, il y aura moins de remplacements à faire sur les gens. Donc, il y aura, pardon, si on augmente la productivité des employés, il y aura moins de gens à remplacer. Ok. Ensuite, les recruteurs, s'ils ont du temps qui est libéré, ils vont forcément moins externaliser. Généralement, quand on pose la question à un recruteur pourquoi vous faites appel à une agence, la réponse principale c'est j'ai pas le temps. Voilà. Donc, toutes les agences qui répondent à la question je le fais parce que mes clients n'ont pas le temps, je pense que vos clients vont avoir le temps. Donc, est-ce qu'ils vont encore passer par vous? Bonne question. Le screening des CV va être accéléré, c'est-à-dire que si on vous paye parce que vous avez la capacité à regarder beaucoup de CV qui arrivent, parce qu'il y a des gens qui passent par des agences parce qu'ils reçoivent un énorme volume de CV et que c'est plus simple pour eux de passer par une agence pour ce truc-là, je pense que principalement sur les postes très complexes, c'est-à-dire quand ça ne fonctionnera pas, qui vont être potentiellement externalisés. Je pense également que si j'étais une société d'ATS qui a cette grosse machine très bien graissée, où on fait rentrer presque n'importe quoi, et il en sort des candidats, l'analogie que j'avais prise avec quelqu'un, c'était de dire on fait rentrer des cochons, il en sort directement un saucisson, et on sait pas comment ça fonctionne, mais à l'arrivée, le saucisson, il est bon en bas. Ben, en fait, pour toutes les PME et toutes les PME qui composent quand même une grosse partie du marché qui passe encore pas des agences parce qu'ils n'ont pas les compétences et parce qu'ils n'ont pas le temps et parce qu'ils n'ont pas l'outillage, moi je serais une société d'ATS qui a ça, je le donnerais en gratuit. Et je dirais, regarde, t'as fait rentrer parce que t'as passé plein d'annonces, t'as récupéré plein de cochons, voilà les saucissons que je t'ai fait, t'es prêt à payer, ben paye par placement directement, au lieu de payer une agence, paye directement le système, parce qu'en fait le reste, même si t'as personne en interne, t'es capable de le faire avec un système qui est externalisé facile. Je pense que par contre la partie executive search, vu qu'on est dans un moment d'incertitude et de transition, il va falloir avoir les bons leaders, voilà, et qu'est-ce qu'un bon leader? Bonne question, et que l'executive search, de toute façon, d'une manière générale, ça prend plus de temps. Donc je pense que ça se transformera par contre de façon plus lente. On verra comment ça se passe, mais je pense que je vois pas pourquoi est-ce que les gens demain matin remplaceraient leurs chasseurs de tête, parce que déjà que c'est des systèmes qui passent pas par les systèmes classiques, savoir comment ça fonctionne, ça va être voilà, voir comment ça évolue, ça va être très intéressant. Et dernier chapitre, on arrive à la fin. Un peu de nuance pour finir quand même, parce que là vous avez peut-être l'impression depuis tout à l'heure que je vous annonce l'apocalypse. Tous les jobs ne seront pas touchés, d'accord? Et surtout, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que les jobs les moins touchés sont souvent aussi, en dehors des jobs vraiment purement manuels, mais c'est aussi les jobs les plus humains. Une infirmière va pas être remplacée demain, une coiffeuse avec qui on dit, ou un coiffeur avec qui on discute va pas être remplacé demain. Tous ces jobs-là, les jobs réellement humains, c'est les ouvriers de la bureautique qui vont prendre cher. Voilà. C'est tous les gens qui respectent des process, qui sont déjà écrits. Donc ça va être, je sais pas, des notaires avec la blockchain, potentiellement des avocats, mais encore une fois, l'avocat, il va juste pouvoir faire beaucoup plus, il va juste facturer moins cher des choses qu'il va pouvoir être capable d'automatiser, mais plus de gens pourront passer par ça. Je pense qu'il y a des besoins. Je pense que pour tout le secteur public, ça va être absolument génial, parce qu'il y a un problématique claire qui est d'avoir des systèmes qui soient pas efficaces dans le système public. Donc si on peut faire beaucoup, beaucoup plus avec des systèmes automatisés, encore une fois, il faudra voir la régulation et comment ça fonctionne, mais qu'on puisse faire des choses bien mieux et que l'État et tous les systèmes publics fonctionnent vachement mieux grâce à l'IA, ça va être tip-top. Donc, voilà, pour tout le secteur public, je pense que ça va être absolument génial. C'est une transition. La problématique, c'est qu'elle va arriver tellement vite, selon moi, que on ne pourra pas être prêt. Hein, c'est pas le bug de l'an 2000, où il y a 5 ans pour se préparer juste pour changer une date sur un téléphone. Hein. Ça va arriver. On ne sait pas exactement qui va être augmenté. Encore une fois, je ne parle pas de remplacer. Hein, je parle d'augmenter. Voilà. Et que rien que ça, déjà, c'est un énorme problème. Et c'est une transition. C'est-à-dire qu'évidemment,
pendant cette période-là, il va y avoir ce flou. Après, je l'espère, il y aura énormément de jobs qui seront créés, énormément d'entreprises qui seront créées, il y a des gens qui iront faire autre chose, c'est super. Il y a plein de choses qui peuvent être créées, mais on verra comment ça se passe. En tout cas, on est face, je pense, à une période de transition. Avoir peur ne sert à rien, refuser et s'opposer non plus. Faut prendre le temps d'y penser, c'est pour ça que je vous ai mis absolument tous les podcasts, et oui, je sais que c'est long, mais commencez par regarder l'horreur existentielle de la fabrique de trombone qui était tout en haut. Écoutez les podcasts, regardez, renseignez-vous. C'est pas si technique que ça, voilà. Prenez le temps vraiment d'y penser. Apprenez, écoutez, et si vous avez l'opportunité, en tant que RH, de vous asseoir à la table des négociations pour savoir ce qui va être mis en place, vous pourrez pas l'arrêter, mais vous pourrez de toute façon essayer d'anticiper au mieux l'aspect humain et organisationnel de l'arrivée de l'IA. Pour faire simple, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc, c'était de vous poser la question à vous, ce que vous aviez comme stratégie IA, etc. Vous pouvez télécharger directement la présentation en scannant ce QR code. C'est offert, c'est gratuit. Si vous voulez qu'on en discute, c'est avec plaisir. Si vous revenez au début, c'est bit.ly/libreantenne en tout petit. Et on peut en discuter si vous avez envie d'en discuter. Évidemment, connectez-vous avec moi sur LinkedIn, c'est avec plaisir. Je sais pas, sur LinkedIn, on dit pas le pouce en l'air et abonnez-vous parce que ça sert strictement à rien. Mais en tout cas, j'espère que moi, j'avais promis de faire quelque chose. Je l'ai fait. J'espère que c'était pas trop ennuyeux. Et j'espère que ça vous a plu. Et j'espère en discuter avec vous bientôt. Une belle journée. Au revoir.